Et nous nous retrouvons aujourd'hui, comme promis, pour la deuxième partie sur la vie de Molière. Si vous n'avez pas vu la première partie, alors je vous invite très fortement à aller la voir en cliquant juste ici, et si vous l'avez vue et que vous attendez simplement la deuxième partie, alors restez avec moi. Molière, dont la liste des détracteurs s'allonge, commence à écouter les médisants, qui sont plus nombreux que ses amis. Il tient à leur prouver qu'il n'est pas seulement un auteur de farce, et qu'il peut traiter d'autre chose que des bouffons. Il prend son sujet suivant dans la haute société pour Don Garci de Navarre ou le prince jaloux. C'est un échec durant 7 représentations successives. Au printemps 1661, Mazarin meurt et Louis XIV convoque ses ministres. Il récupère définitivement le pouvoir, plus aucun document ne peut être signé sans lui. Molière propose une nouvelle comédie, L'École des Maris, qui sera un succès et qui, pour offrir une comparaison avec Don Garci de Navarre, sera jouée 58 fois dans la saison. Molière cherche toujours à obtenir les faveurs royales et, pour ce faire, il dédicace l'impression de L'École des Maris à Philippe d'Orléans, frère du roi. En août, il compose une pièce pour le roi en inventant pour l'occasion le genre de la comédie-ballet et en mettant en scène des courtisans du roi. À la fin de la représentation, le monarque lui propose d'ajouter un personnage, ce que Molière bien entendu s'empresse de faire en le remerciant pour cette fulgurante inspiration. L'année suivante, et plus précisément le 20 février 1662, se célèbre le mariage entre Molière et Armande Béjart qui joue dans la troupe depuis ses 10 ans. Très vite, le bruit court que ce mariage est incestueux. La situation est particulière. On ne sait pas où a été baptisée Armande Béjart et seul un document, peu crédible, la nomme comme étant la fille de Marie Hervé et donc la sœur de Madeleine Béjart. Il est en revanche très probable qu'Armande ait été la fille de Madeleine. Plusieurs indices tangibles le montrent et notamment le partage des richesses de Madeleine, toujours bien plus généreuse envers Armande qu'envers Louis et Geneviève, son frère et sa sœur. Mais quid du père? Dû à l'âge de la jeune fille et au passé de celle qu'on pense être sa mère, le bruit court vite dans Paris qu'elle est à la fois la femme et la fille de Molière. Mais la vie continue, et en décembre, la troupe propose pour la première fois l'École des femmes. C'est un énorme succès, plus important que tous les précédents. À compter de la deuxième représentation, les recettes battent tous les records en atteignant 1500 livres par soirée. Les recettes de l'Hôtel de Bourgogne, les rivaux, chutent pendant que celles du Palais Royal montent. Mais de nombreux détracteurs s'agitent dans l'ombre et une première attaque dans la presse est faite par Jean Donneau de Visé. Il reconnaît à la pièce quelques qualités, mais critique l'indécence et note que l'intrigue est mal construite. Il annonce ensuite une nouvelle pièce à l'Hôtel de Bourgogne qui évoquera Molière. En juin 1663, Molière décide de répondre à ses détracteurs et joue la critique de l'École des femmes qui ridiculise ses critiques. Plusieurs personnes sont reconnues dans les personnages. Monsieur de Visé et Edme Boursault pour commencer, mais la rumeur évoque ensuite Jacques de Souvray, chevalier de l'ordre de Malte, et Lafeuillade, maréchal de France. Souvray n'y prête pas attention, mais Lafeuillade finit par se convaincre qu'il est visé personnellement par la pièce. En rencontrant l'auteur dans un couloir de Versailles et faisant mine de l'embrasser, il lui déchire le visage sur les boutons de son habit en l'humiliant publiquement. Jean Donneau de Visé finit par sortir la pièce qu'il avait annoncée dans la presse et qu'il appelle Zélinde, ou la véritable critique de l'École des femmes, ou la critique de la critique. Le texte est publié dans Paris mais n'est pas joué sur scène. De Visé y rapporte que Molière parodie les 10 commandements bibliques, mais l'auteur s'afflige, son personnage commençant une 11e maxime, il ne peut pas s'agir de cela. Les adversaires sont de plus en plus nombreux à se manifester. Racine et Molière rompent leur lien d'amitié. En parallèle, le portrait du peintre ou la contre-critique de l'École des femmes, écrit par Edme Boursault, est joué à l'Hôtel de Bourgogne. Une nouvelle allusion est faite aux 10 commandements bibliques. La pièce est ensuite suivie par la triste chanson à la coquille, œuvre obscène et ordurière dirigée contre Madeleine Béjart et Molière. Le 14 octobre 1663, Molière joue l'Impromptu de Versailles.
Cette pièce propose une répétition d'une pièce pour le roi des acteurs du Palais Royal, mais il s'agit en réalité d'un prétexte pour s'adresser à l'hôtel de Bourgogne et régler ses comptes avec tout le monde. Il en profite au passage pour prôner un jeu vrai, comme Shakespeare. Ce jeu vrai est une marque de fabrique de Molière qui, de par son expérience en province, et notamment dans les pays de langue d'oc, donc non francophone, a saisi l'importance du corps dans le jeu. Comme nous l'avons vu dans la première partie, cette approche ne fonctionne pas sur la tragédie, genre noble et codifié par excellence, mais fonctionne très bien sur la comédie que Molière réhabilite progressivement. Mais suite aux représentations de l'impromptu de Versailles, tout le monde répond à nouveau. Devisé coécrit La Vengeance des Marquis, tandis que Antoine Jacob, fils du célèbre comédien Montfleury que Molière a largement raillé, propose l'impromptu de l'Hôtel de Condé, qui caricature ainsi le jeu de Molière. Il est fait tout de même, il vient le nez au vent, les pieds en parenthèse et l'épaule en avant, les mains sur les côtés d'un air peu négligé, la tête sur le dos comme un mulet chargé, des yeux fort égarés puis débitant ses rôles, d'un hoquet éternel sépare ses paroles. Le dernier coup porté au dramaturge est la dénonciation fin 1663 au roi par Montfleury que Molière aurait épousé sa fille. On imagine qu'une justification lui a été demandée et qu'elle a été satisfaisante, puisque l'histoire ne connaît pas de suite, la grande guerre des théâtres commençant à s'apaiser en laissant Molière fatigué et malade. Le 19 janvier 1664, Armande et Molière deviennent parents d'un petit garçon. Avant son baptême, Molière prépare et met en scène sa nouvelle comédie, Le mariage forcé, qui comprend beaucoup de danse. Le roi danse sur scène et devient le parrain du petit Louis le 28 février. L'ambiance générale se calme, l'ombre du roi s'affirmant derrière Molière. Celui-ci commence à écrire le Tartuffe. Au printemps 1664, Molière organise à Versailles les plaisirs de l'île enchantée et bien évidemment, sa troupe y participe. Il compose pour l'occasion une pièce, La princesse des Lides, pour laquelle Armande est encensée de tous. Il s'agit d'un exemple typique de la nouvelle forme dramatique inventée par Molière, alliant danse, parole, musique et machine. Durant sa vie d'auteur dramatique, Molière invente plusieurs nouvelles manières d'écrire dont je vais faire un résumé rapide. Il développe ainsi la grande comédie bourgeoise qui illustre l'intimité de riches bourgeois et dont le procédé sera repris dans le vaudeville. La comédie de coulisses qui s'appuie sur les secrets des comédiens. La comédie à machines qui ouvre la porte du théâtre aux machines qui étaient jusque-là exclusivement utilisées dans les tragédies lyriques et à l'opéra. Ainsi que la comédie-ballet, inventée spécialement pour le roi qui l'affectionne particulièrement, dont les intermèdes chantés et dansés constituent le prolongement de l'action. Ajoutons à cela le pouvoir d'illusion des caractères qu'il donne à ses personnages, qui sont doués pour certains d'une personnalité complexe. Des traits de caractère principaux sont appuyés par d'autres, plus secondaires, mais qui donnent aux personnages une complexité toute humaine. Cette approche est différente de ce qu'il est coutumier de voir. L'art du portrait dans son approche grecque fait des personnages aveugles à eux-mêmes et fixes dans leur caractère. À l'issue des plaisirs de l'île enchantée, Armande, que des rumeurs ont décrite comme infidèle, et Molière, toujours en faveur auprès du roi, père de leur fils Louis, âgé de 10 mois. Le 12 mai, la troupe présente les 3 premiers actes de Tartuffe ou l'Hypocrite. Mais le contexte est tendu, la reine-mère a quitté la ville en éclats suite à la représentation. La cabale des dévots, menée par la compagnie du Saint-Sacrement de l'Autel, société secrète que Louis XIV finira par interdire, se fait l'ennemi de Molière, en devenant la défense de l'Église. Elle est soutenue par le parti dévot, Anne d'Autriche, protectrice de la compagnie du Saint-Sacrement de l'Autel, à sa tête. Louis XIV voit venir à lui le cardinal Ardouin de Beaumont de Péréfixe, qui le presse d'interdire instamment la pièce, ce que Louis XIV fait. Molière suit le roi à Fontainebleau, où des ambassadeurs du pape voient la princesse des Lides. Parmi ces ambassadeurs, le cardinal Chigi. À la suite de la représentation de la princesse des Lides, il demande à Molière de lui lire le Tartuffe, ne voit aucune objection à l'œuvre et redonne ainsi espoir à l'auteur. Un curé de Paris, le père Roulet, s'adresse publiquement au roi par le biais d'un livre, en le conjurant de faire brûler Molière sur la place publique, sans succès. En revanche, la pièce reste interdite, bien qu'elle se diffuse tout de même, la reine Christine de Suède ayant par exemple demandé à la lire. De retour à Paris et au Palais Royal, Molière et sa troupe reprennent les représentations, mais les recettes sont basses,
Et Molière, marqué par l'histoire du Tartuffe et par sa maladie, il souffre d'une sorte de dépression nerveuse. Quelques mois plus tard, le 15 février 1665, Molière et sa troupe proposent la première représentation de Don Juan inspirée de la pièce de Tirso de Molina. Molière y ajoute des attaques à la propriété, à la fidélité conjugale sans amour, à l'autorité étouffante d'un père et à la religiosité. Les femmes passent au second plan. Don Juan est moins le grand séducteur que le grand contestataire. La pièce est un succès et les recettes le prouvent, atteignant jusqu'à 2400 livres. Les délateurs de Molière sont accablés et commencent à en parler dans la presse. Le premier à le faire s'appelle Jean Barbier d'Aucourt, mais écrit sous le pseudonyme de Rochemont et sera suivi par bien d'autres. Après 15 jours de représentation, la pièce disparaît de la programmation sans qu'aucune source ne puisse indiquer, au vu du succès de la pièce, s'il s'agit d'une décision de Molière ou le résultat d'une pression organisée discrètement sur lui. Le 4 août, Armande donne naissance à une fille nommée Esprit Madeleine. Le 14, le roi annonce à Molière que la troupe passera désormais sous son patronage et portera en conséquence le nom de troupe du roi au Palais Royal. Cette gratification s'adjoint d'une rente annuelle de 6000 livres. Molière, alité, ne peut pas y répondre immédiatement, mais le 15 septembre, il joue à Versailles l'amour médecin ou les docteurs, qui plaît beaucoup au roi, même si la faculté de médecine désapprouve. Racine, que Molière avait rencontré l'année précédente et dont il avait joué avec succès la première pièce, lui confie le manuscrit de sa seconde pièce. Il en donne cependant aussi un à la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, qui jouera donc la pièce avant la troupe du Palais Royal. L'amitié entre Racine et Molière s'arrête là, et celui-ci tombe à nouveau malade. L'année 1666 voit les partis dévots perdre beaucoup d'influence. Anne d'Autriche, la reine-mère, meurt le 20 janvier 1666, suivie de près par Armand de Bourbon-Conti, qui meurt le 20 février 1666. À la fin de ce mois, Molière, qui se remet peu à peu de sa maladie, écrit Le Misanthrope ou L'Atrabilaire amoureux, qui fait peu de succès et donc peu de recettes. Les acteurs lui demandant une nouvelle pièce, il écrit Le Médecin malgré lui, qui rapportera 17 000 livres dans la saison. En décembre, il connaît un échec avec une pastorale héroïque. Il connaît aussi une autre épreuve avec le départ de la troupe de Michel Baron, un jeune orphelin de l'Hôtel de Bourgogne, négligé par son tuteur et recueilli l'année précédente. Bien que Molière s'y soit extraordinairement attaché, des conflits entre Armand et Baron font fuir celui-ci juste après les fêtes de la Saint-Germain. L'ensemble de ces fêtes fut donc très mitigé pour Molière qui, souffrant à nouveau cette fois d'hémorragie pulmonaire, doit s'aliter 6 mois à la campagne. Profitant de sa convalescence lorsqu'il le peut pour se réatteler à Tartuffe, il en corrige la fin. Il fait intervenir in extremis un officier de police qui arrête le gredin. Ce personnage est un représentant du roi, à qui rien ne peut échapper. Les corrections terminées, Molière se tourne vers le roi, en plein préparatif pour aller faire la guerre aux Pays-Bas, et se sent autorisé à jouer sa pièce. Le 5 août, c'est la première, et c'est un énorme succès. Mais le lendemain, un huissier du Parlement de Paris vient pour donner une ordonnance de Guillaume de Lamoignon. Il s'agit du premier président du Parlement qui ordonne d'immédiatement cesser toute représentation puisque celles-ci n'ont pas été autorisées. Molière s'appuie sur tous les recours possibles, mais Lamoignon n'entend rien. Lagrange et la Torillière, amis de toujours de Molière, partent aux Pays-Bas pour voir le roi et lui faire lire la pièce. Le 11 août, le cardinal de Paris Ardouin de Beaumont de Péréfixe censure la pièce et déclare excommunier toute personne qui la lirait ou l'entendrait. Suite à cette histoire, Molière cessa d'écrire des pièces portant des puissantes cabales pour se pencher davantage sur des histoires comportant des vices de caractère et des mœurs privées. Il est aussi possible qu'il ait jugé plus sage, pour conserver les faveurs octroyées par le roi, de se concentrer sur des genres affectionnés du souverain. L'auteur, dégoûté de Paris, quitte la ville suite à ces événements et s'installe à Auteuil avec sa fille, qu'il inscrit dans une pension privée proche. En septembre, Lagrange et la Torillière reviennent. Le roi, qui a gagné sa guerre, semble bienveillant à l'histoire du Tartuffe, mais demande à ce qu'on attende son retour pour régler la question. Le 13 janvier 1668 est représenté Amphitryon, qui sera un succès. Pour célébrer la paix fraîchement revenue dans le royaume, des festivités sont organisées à Versailles, pour lesquelles Molière écrit Georges Dandin ou Le Mari confondu. Pour ne pas cette fois se mettre tout Paris à dos, Molière va voir directement la personne qui pourrait se reconnaître dans les personnages, pour lui faire lire la pièce avant de la jouer. Celui-ci, bien entendu, accepte.
Peu de temps après, Molière, qui commence à être physiquement marqué par la maladie, écrit l'Avare. Début 1669, soit 5 ans après la rédaction de la pièce, Louis XIV autorise Molière à jouer Tartuffe. La première a lieu le 5 février, et 20 jours plus tard, le père de Molière meurt. La saison est un succès et la troupe joue, en plus du Tartuffe, l'Avare, l'Amphitryon, le Misanthrope, Rodogune et d'autres. À l'automne, pour les festivités de Chambord, Molière écrit Monsieur de Pourceaugnac, qui fait les plus grosses recettes jamais vues par la compagnie. En 1670, le roi organise un divertissement royal à Saint-Germain-en-Laye. La troupe royale arrive le 30 janvier pour représenter Les Amants Magnifiques, comédie-ballet en 5 actes auxquels prennent part les courtisans du roi et le roi lui-même. Mais celui-ci, après la première, ne veut plus en entendre parler et ne reparaîtra d'ailleurs plus jamais sur scène, offensé par quelques vers de Racine. Quelque temps après, le monarque commande une comédie avec de la musique et une scène de bouffonnerie avec des Turcs. Cette demande un peu particulière se justifie par la venue, l'année précédente, d'une délégation turque dont le roi n'avait pas apprécié le comportement. Il s'agit donc de s'en moquer sur scène. Molière travaille avec Lully pour composer Le Bourgeois Gentilhomme, qui sera représenté pour la première fois le 14 octobre 1670. Les Turcs sont bel et bien là dans un intermède. Le roi juge la pièce admirable et déclare n'avoir jamais eu autant de plaisir devant une pièce de Molière. C'est un énorme succès. Toujours en 1670, un pamphlet paraît contre Molière, nommé Élomire Hypocondre, et rédigé par Boulanger de Chalussé. Molière y est présenté comme un homme aigri par son coquillage, dur, hautain, et il est décrit frappé par la maladie, très amaigri, et ses bras, qui naguère étaient de vrais gigots, ne sont que des os plus secs que vieux squelettes. Molière ne répond pas et voit en revanche avec plaisir revenir dans la troupe le jeune Michel Baron dont il avait pris soin quelques années auparavant, les sentiments d'Armande ayant manifestement changé à son égard. En 1671, le roi commande une pièce avec ballet pour le carnaval des Tuileries. Molière se met à écrire Psyché, mais se rend très vite compte qu'il est trop malade et qu'il ne pourra pas terminer dans les délais. Il demande de l'aide à Pierre Corneille, à qui il est à nouveau lié grâce à leur aversion commune pour Racine. Molière se charge d'écrire le plan de la pièce, le prologue, le premier acte et les premières scènes des actes 2 et 3. Corneille, lui, s'occupe du reste du texte, tandis qu'un troisième auteur, Quinault, s'occupe des vers destinés à être chantés. Le 17 janvier, la première rencontre un succès extraordinaire, à l'issue de laquelle une rumeur terrible parvient aux oreilles de Molière. Sa femme, Armande, et son protégé Baron auraient une liaison. En parallèle de Psyché, qui rejoue plusieurs fois, la troupe joue Les Fourberies de Scapin, qui rencontre peu de succès, la pièce étant jugée comme une farce grossière. Pour le mariage du roi, Molière reçoit une commande pour laquelle il écrit La Comtesse d'Escarbagnas, comédie-ballet qui réjouit la cour. Au début de l'hiver, il se réconcilie avec sa femme et achève l'écriture des Femmes savantes. Au début de l'année 1672, Madeleine Béjart est gravement malade. Elle a déjà quitté le monde du théâtre et prononcé officiellement sa renonciation. Le 9 janvier, elle dicte son testament. Elle lègue son bien à Armande, alloue une petite pension à son frère Louis et sa sœur Geneviève, commande des messes pour le repos de son âme et adjure à Molière et Armande, dont les infidélités n'ont jamais été prouvées, de vivre en paix. C'est Pierre Mignard, le peintre ami de Molière que nous avions évoqué lors de la première partie, qui est chargé de gérer le bien financier de Madeleine et d'en faire bénéficier l'usufruit à ses testamentaires. Molière et sa troupe sont appelés par le roi le 9 février 1672 et Molière est rappelé pour fermer les yeux de Madeleine le 17 février. Ayant abandonné le théâtre et étant connue comme une femme dévote, l'archevêque de Paris autorise son inhumation selon les rites chrétiens. 1672 commence donc très mal. Au même moment, Lully, très en faveur à la cour, obtient un privilège pour toutes les œuvres dramatiques dont il a écrit les musiques. De fait, cela signifie que Lully dispose d'un droit d'auteur sur de très nombreuses pièces de Molière, puisque c'est systématiquement lui qui écrivait sa musique. En plus d'obtenir cette faveur, Lully en obtient une autre extraordinaire, n'autorisant que lui à engager plus de 12 violons et 6 autres musiciens dans sa nouvelle académie de musique. C'est la fin de la comédie-ballet. Molière et sa troupe jouent avec succès les Femmes savantes, tandis que le 7 avril, la guerre est déclarée à nouveau et les armées repartent. Enrichi par sa vie et par l'héritage de Madeleine, Molière loue un grand appartement rue Richelieu,
Un étage pour lui, un étage pour Armande. Le 15 septembre, Armande donne un troisième enfant à Molière. Il sera baptisé Pierre Jean-Baptiste Armand, mais ne vivra malheureusement pas un mois. L'hiver arrive et Molière commence à écrire Le Malade imaginaire. Pour ne pas dépendre de Lully, il en confie la musique à Charpentier. Le prologue, qui dépeint initialement les qualités de Louis XIV, dont Molière sent qu'il lui tourne peu à peu le dos, finit par prendre un ton beaucoup plus neutre. Le 10 février 1673, c'est la première du Malade imaginaire. C'est un énorme succès, tout comme le sont à nouveau la deuxième et troisième représentation. Le 17 février, jour de la quatrième représentation, Molière se sent mal, mais tient à jouer malgré tout. À la fin de la pièce, lorsqu'il doit jurer, Molière retombe sur son fauteuil avec un gémissement, avant de se relever immédiatement et de continuer à jouer. Ses acteurs lui demandent ce qui se passe. Il leur répond qu'il a simplement eu un élancement dans la poitrine. Baron va le voir et trouve ses mains gelées. Il s'alarme et fait immédiatement ramener Molière chez lui. Il le couche, fait appeler un médecin, lui propose du bouillon, son médicament, mais Molière veut dormir. On lui donne donc un oreiller bourré de houblon pour l'y aider. En le voyant tousser du sang, Baron fait appeler un prêtre. Il retourne voir Molière qui demande du fromage et sa femme. Quand Armande et Baron reviennent, ils trouvent Molière mort, étouffé dans son propre sang et éveillé par l'une des deux religieuses qui vivaient avec le couple. Aucun des domestiques n'a réussi à trouver de médecin qui accepte de venir chez Molière. Quant au prêtre, il a fallu en voir 3 pour que l'un d'eux ne vienne, mais il est arrivé trop tard. Molière n'a donc pas pu renoncer à sa profession de comédien et n'a pas pu se repentir, il n'a donc pas droit d'être enterré selon les rites chrétiens. Le père François de Loiseau, curé d'Auteuil, accompagne Armande chez l'archevêque après lui avoir appris à rédiger une supplique pour tenter de défendre sa cause. Mais l'archevêque de Paris, Harlay de Champvallon, refuse. Armande s'adresse ensuite au roi, qui lui assure que le nécessaire sera fait. Il en parle avec Champvallon, l'archevêque. La règle interdit qu'on enfouisse en terre sacrée, soit à 4 pieds de profondeur. Louis XIV demande donc à ce que Molière soit enterré à 5 pieds de profondeur, sans solennité ni scandale. L'autorisation est donc donnée au curé de Saint-Eustache de faire une sépulture à Molière, à condition que ce soit en dehors des horreurs du jour, sans service solennel, avec 2 prêtres seulement et sans aucune pompe. Une fois sa mort annoncée, la corporation des tapissiers vient et recouvre son corps d'un drapeau, le réintégrant à son état d'origine. Le 21 février, à 9h du soir, une foule se rassemble devant la maison. Armande, effrayée par les intentions de la foule, répand de l'argent sous ses fenêtres et demande des prières pour son mari. Selon certaines sources, le cercueil part mené par 2 prêtres, escortés d'enfants munis de cierges, accompagnés par une forêt de flambeaux et 200 personnes. Selon d'autres sources, il est enterré en présence de 8 prêtres, de 6 enfants de la Trinité porteurs de chandeliers d'argent et d'une grande foule. Molière fut porté au cimetière Saint-Joseph et fut enterré dans la partie réservée aux suicidés et aux enfants non baptisés. Sa femme couvrit la tombe d'une dalle de pierre et commanda pour le cimetière 100 fagots de bois pour que, l'hiver venu, les sans-logis puissent se réchauffer. Dès que le froid arriva, un énorme bûcher se mit à flamber sur la tombe, faisant rapidement éclater la pierre. 90 ans plus tard, lorsque des commissaires de la Révolution française vinrent pour exhumer ses restes, désireux d'honorer sa mémoire convenablement, ce furent ces restes présumés qui furent récupérés et entreposés durant un temps au musée des monuments français, avant de trouver en 1817 une place définitive au cimetière du Père-Lachaise. Un mois après la mort de Molière, Lully demande au roi d'installer son Académie royale de musique dans la salle du Palais Royal, ce que le roi accepte. 4 acteurs de la troupe rejoignent l'hôtel de Bourgogne. Quelques mois plus tard, le roi autorise grâce à une ordonnance la réouverture de l'opéra du jeu de paume de la bouteille de l'hôtel Guénégaud. Armande et sa troupe s'y installent, suivis par les Italiens qui ont perdu leur salle en même temps qu'eux. Armande, appuyée par Lagrange, veille à la survie de l'œuvre de son mari et joue jusqu'à sa retraite les rôles qu'il a écrits pour elle. Ils sont rejoints en 1677 par les comédiens du théâtre du Marais, le roi ayant ordonné la fermeture du théâtre du Marais et la fusion des 2 troupes sous le seul nom de Troupe du Roi. Les Italiens, eux, s'en vont à l'ancien hôtel de Bourgogne. En mai 1677, Armande Molière épouse en secondes noces Isaac-François Guérin d'Estriché, lui-même comédien du Marais. Le couple a un fils en 1678. Il vivra jusqu'à l'âge adulte. Le 24 août 1680, Louis XIV fait fusionner la troupe du roi avec la troupe de l'hôtel de Bourgogne, créant au passage la Comédie Française.
Après une interruption de carrière de 27 ans, Michel Baron revient à la Comédie Française triomphalement en 1720. Il y prônera le jeu vrai appris auprès de son maître dans ses jeunes années et parviendra à l'imposer totalement dans la tragédie. La fille de Molière, Esprit Madeleine, la seule de ses enfants à lui avoir survécu, a 7 ans et demi au moment de sa mort. Elle reste auprès de sa mère et passe vraisemblablement une partie de son enfance à suivre une éducation religieuse dont elle se détourne à l'âge adulte. Le 5 août 1705, Esprit Madeleine Poquelin épouse Claude de Rachel de Montalent à l'âge de 40 ans. Le couple n'aura pas d'enfant, et la fille de Molière, qui s'est tenue éloignée des planches toute sa vie, meurt en 1723 à 58 ans. Molière a révolutionné la comédie, genre jusque-là mineur, puisqu'affilié au rire, désapprouvé par l'Église. Il a fait évoluer les personnages limités et éloignés de la réalité dans la comédie pour les transformer en peinture du ridicule. Ces caractères, qui conditionnent la façon dont va pouvoir se dérouler l'histoire, impliquent des confrontations entre les personnages et donc des moments où ceux-ci peuvent paraître pathétiques. Molière a donc élargi le domaine de la comédie en y annexant des registres qui lui étaient jusque-là étrangers. La peinture des caractères participe à une satire des mœurs, laissant souvent le spectateur se forger sa propre vérité quant aux propos de la pièce. Après sa mort, le genre peinera à trouver un nouveau souffle. Un consensus se forme assez rapidement, que ce soit chez les puristes ou chez les acteurs de la comédie française, pour considérer qu'une comédie se doit d'être en vers, en 5 actes, et se doit de peindre un caractère, comme si Molière lui-même avait, en écrivant, systématiquement suivi ce modèle. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère que vous aurez apprécié ce voyage au cœur de la vie de Molière. J'espère que vous aurez appris des choses et que vous comprendrez mieux désormais l'omniprésence de Molière dans le paysage théâtral français. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a intéressé, alors n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas bien sûr à nous laisser en commentaire vos questions éventuelles sur la vie de Molière auxquelles je n'aurai pas répondu et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous invite aussi à vous abonner si ça n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite.